Et rebonjour. Est-ce que vous m'entendez cette fois? Dites-nous en commentaire. Dites-nous dans le chat. Du coup, je recommence tout. Ça ne va pas être spontané du tout, mais c'est pas grave. On le fait quand même. Du coup, je disais donc, dernier épisode de cette année scolaire. On remet... J'allais refaire la même erreur tout à l'heure, j'ai dit couteau sur la table, mais c'est couvert sur la table. Non plus. Si. On met le couvert. On remet le couvert. Alors, c'est ça l'expression. Bon, on remet le couvert, on reparle de crypto-monnaie, parce que pour ceux qui ne l'avaient pas vu, on avait fait un épisode il y a un peu plus d'1 an, avec Ryan aussi, là, qui est avec nous aujourd'hui. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas, il est disponible sur la chaîne YouTube de l'Effray. En attendant, aujourd'hui, donc, on va plus se focaliser sur Bitcoin. La première émission, c'était crypto-monnaie de manière générale quand même. Là, on va parler de Bitcoin, plutôt sous l'angle comme Bitcoin comme un outil politique et démocratique. On va parler des projets qui sont financés par la Human Rights Foundation, les projets qui sont développés en Afrique et pas que. Et il y aura aussi toute une partie à propos de l'avenir du Bitcoin, sur le fait qu'on peut repenser le système monétaire actuel et qu'il y a une certaine compatibilité avec les enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Pour ça, je vous présente mes deux invités, Ryan et Alexandre. Bonjour Ryan, bonjour Alexandre. Bonjour tout le monde, et bonjour le chat aussi. Et bonjour le chat, bonjour la communauté. Bonjour ceux qui ne parlent pas sur le chat aussi. C'est vrai, très important, il faut penser à eux. Alors, on a pour habitude de se présenter en quelques mots. Donc, je vous propose de vous présenter en quelques mots. Ryan, je t'en prie, vas-y, commence. Déjà, je tiens à vous remercier de m'inviter à nouveau. Ça me fait très plaisir. J'adore quand tu me vois. Alexandre. Ah, oui, excuse-moi. J'ai tellement l'habitude de vous voir. Non, mais t'as raison, je suis pas toute seule. On va se tutoyer, c'est quand même mieux. Donc oui, moi je suis ancien président de l'association Effray Crypto Paris. Depuis la fin de mon mandat, on est devenu une antenne Cryptosphère. Donc Cryptosphère, c'est la première association en France et en Europe sur le domaine de la crypto, de la blockchain. Donc je suis très heureux de savoir qu'on fait partie de cette famille désormais. On dirait pas comme ça, mais c'est quand même une super nouvelle. Ah oui, c'est une très belle nouvelle, c'est clair. Et sinon, je fais mon stage de fin d'études chez Stack Talent, qui est un cabinet de recrutement spécialisé pour l'écosystème blockchain. Donc, voilà. Très bien. Et t'en es content? Oui, beaucoup. Ça se passe très bien. Super. En tout cas, on te le souhaite. Oui. Alexandre. Alexandre, eh bien moi je suis donc Alexandre Stachenko, je suis le fondateur d'une société qui s'appelait Blockchain France puis Blockchain Partner, qui faisait du conseil et de l'expertise sur les sujets crypto de 2015 à 2021, au moment où on a été acquis par KPMG. De 2021 à il y a quelques jours, j'étais directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Aujourd'hui, je suis expert indépendant, auteur de ce magnifique livre vert pomme qu'il y a sous nos yeux, qui s'appelle Bitcoin et crypto-monnaie facile. J'ai aussi fondé l'ADAN, qui est l'association des professionnels du secteur en France. Et donc j'ai beaucoup contribué à la construction, on va dire, de l'environnement, on va dire, réglementaire, fiscal, comptable et tous les sujets passionnants qui concernent la crypto de près ou de loin sur ces dernières années. Ravi de t'avoir avec nous, Alexandre. Merci pour l'invitation. Et puis on pourra parler de ton livre juste après, parce que ça fait partie des lots qu'on va vous faire gagner tout à l'heure. Donc restez connectés. C'est parti, on peut rentrer dans le vif du sujet. Première partie, jingle s'il vous plaît. Alors, avant de rentrer dans le détail de pourquoi Bitcoin peut être un outil démocratique et politique, je vous propose de replacer un petit peu le sujet, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, c'est important. Quand on entend parler de crypto-monnaie en général, pas forcément de Bitcoin, on entend souvent les mots suivants: monnaie décentralisée, autonome, sans intermédiaire, qui donne plus de liberté aux individus. Du coup, Ryan, ça veut dire quoi tout ça? Ouais. En fait, c'est la proposition de valeur de Bitcoin est portée par Satoshi Nakamoto, donc son créateur, c'est d'avoir un système peer-to-peer qui permet de s'échanger de la monnaie de manière décentralisée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire décentralisé? C'est-à-dire que ça n'est pas contrôlé par un gouvernement ou par une autorité centrale. On le sait tous, Bitcoin, ça utilise la technologie de la blockchain, donc un registre public et décentralisé. Donc ça permet de voir toutes les transactions qui sont vérifiées par un réseau de mineurs
et pas par une autorité centrale, ce qui permet d'éviter la censure, ce qui permet d'avoir des mesures arbitraires qui sont mises sur le réseau. Et c'est également, comme tu l'as dit, ça permet une autonomie financière, dans le sens où quand vous possédez votre Bitcoin, vous le possédez vous-même. C'est pas un intermédiaire qui le possède. Et donc, vous avez juste à posséder un portefeuille et vous pouvez envoyer, recevoir ou même hold, donc on va dire garder vos cryptos. Et c'est super important cette notion de liberté financière, dans le sens où il y a des régimes, dans des régimes autoritaires, ou comme on va pouvoir l'expliquer un peu plus en détail tout à l'heure, ça permet à des gens de passer outre des restrictions financières ou gouvernementales. Oui. Du coup, je rebondis par rapport à ce que tu as dit, Alexandre, dans un de tes articles que tu as écrit, et on vous mettra le lien dans les commentaires. J'ai noté une phrase justement par rapport à ça. Tu dis Bitcoin devient ainsi la première propriété privée numérique, car à l'inverse de tout le reste dans le monde numérique, on peut le posséder soi-même. Bitcoin n'est pas la contrepartie de quelqu'un d'autre. C'est hyper important de comprendre ça, parce qu'effectivement, le problème majeur qui peut heurter la compréhension de Bitcoin, c'est qu'on ne comprend pas le problème que ça résout en fait. Donc il faut d'abord comprendre le problème avant de comprendre la solution. Et le problème que ça résout, c'est que à la fin du siècle dernier, quand on a numérisé la finance, en fait, Internet est une technologie qui ne sait gérer que de l'information. Et donc, elle le fait à travers un mécanisme de copie, en réalité. C'est-à-dire que c'est souvent, j'utilise cet exemple-là, mais quand on s'envoie un email, il n'y a rien qui est envoyé en réalité. On fait une copie de cet email. C'est complètement différent du monde physique où si j'envoie une carte postale, la personne la reçoit, mais moi, je ne l'ai plus. Dans le monde numérique, si j'envoie un email, je ne l'ai pas supprimé de chez moi pour que la personne le reçoive. Et donc en fait, ce qu'il y a d'un petit peu insidieux, j'allais dire, derrière ça, c'est qu'à partir du moment où on ne sait faire que de la copie d'informations, on ne sait pas gérer la rareté, des choses qui ont une forme d'unicité ou en tout cas qui ne sont pas infinies. Et donc tout ce qui a de la valeur, qui doit donc être limité d'une certaine façon, on ne sait pas non plus le gérer sur Internet. Sauf que on a quand même numérisé la finance, ça n'aura échappé à personne, mais on l'a fait avec un petit artifice qui est qu'en fait on a transformé tous les actifs en passifs. J'utilise un vocabulaire comptable, mais en gros ce que ça veut dire, c'est que on est passé de la propriété à la contrepartie. Donc la différence, je vais m'expliquer très clairement, la différence entre un billet de 10 € et 10 € dans votre compte en banque, c'est que le billet de 10 € je le possède, le 10 € dans le compte en banque, c'est une créance que la banque me doit. Et donc en fait, pour tout un tas de raisons, que ce soit une faillite ou j'ai pas respecté des critères ABCD, je peux me voir priver l'accès à ces euros. Et ça vaut pour d'autres trucs de valeur, hein, c'est pas que les euros. Donc effectivement, là où Bitcoin vient changer la donne, c'est que c'est la première technologie qui permet de représenter de la propriété privée dans le monde numérique, donc de la rareté numérique, quelque chose qu'on peut posséder soi-même sans l'intermédiaire. Donc c'est l'équivalent d'Internet. Hein. L'Internet, c'est aussi la décentralisation de l'information. On est passé de la Poste et que la Poste à Gmail, Outlook, etc. Mais c'est ça pour la valeur. Donc après, on ouvre sur ce que ça permet, la valeur numérique, c'est aussi les actions, les obligations, l'immobilier, tous les actifs. Mais pour Bitcoin, ça a des caractéristiques ensuite économiques qui sont particulières, sa finitude, sa rareté, sa création monétaire, qui, elles, ont évidemment une chapelle idéologique à laquelle on peut adhérer ou non, d'ailleurs, ça c'est un autre débat. Yes. Et je trouve aussi important à dire dans cette partie un peu de... Là, on regarde un peu ce que c'est le Bitcoin de manière très high level. C'est en fait d'appuyer sur le fait que Bitcoin, c'est pas juste un outil spéculatif. Parce que quand on s'y connaît pas, quand on n'est pas expert, qu'on regarde pas tous les jours, c'est vrai qu'on se dit, en fait, Bitcoin, ça sert qu'à ça. C'est juste pour gagner de l'argent, etc. En fait, c'est une conséquence du premier point, c'est-à-dire que à partir du moment où on peut le posséder soi-même, il n'y a pas ce qu'on peut avoir, par exemple, si on prend la bourse. La bourse, c'est ouvert d'une certaine heure à une certaine heure, c'est fermé, et ensuite, bonne soirée, on se revoit demain. Oui. Bitcoin étant possédé par chacun, en fait, c'est le marché qui joue, puisque personne ne peut empêcher quelqu'un de se faire un échange un dimanche à 23h. Donc en fait, ce qui va déterminer le prix du Bitcoin, c'est une conséquence de la capacité à posséder soi-même, à savoir que du coup, il n'y a que le marché qui va décider. Et donc, quand seulement le marché décide sur un actif qui est très nouveau, qui est un pari technologique, qui est anti-système de différentes façons, forcément ça va être très volatile. Et puis au fur et à mesure du temps, ce qu'on constate, c'est que ça l'est de moins en moins, puisque le marché grossit. Et évidemment, pour expliquer ça dans les extrêmes, si un actif a un marché qui pèse 10 €, en vendant 5 €, je viens de faire baisser le prix de 50%, alors que si l'actif vaut 1000 milliards, ça devient plus compliqué de faire baisser le prix. Donc là, on tend vers là. Bitcoin, au départ, ça vaut strictement rien, puisque personne n'en voulait. Et aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliards. Donc forcément, ça se développe et ça devient de moins en moins volatile, même si ça l'est toujours. Eh bien, rentrons maintenant dans le vif du sujet.
N'hésitez pas pendant tout le live si vous avez des questions. Je vois en plus que n'hésitez pas à poser vos questions. Parfait, ils l'ont fait, ils ont posé le message pour moi. Vas-y. Je pourrais même rajouter dans le sens où il y a certaines personnes qui disent que Bitcoin ça sert à rien, mais c'est parce qu'aujourd'hui on vit nous on vit en France et forcément l'euro, je peux acheter tout ce que je veux avec de l'euro. Alors que quand vous allez dans des pays où leur monnaie est beaucoup moins stable, forcément ils voient en Bitcoin une porte de sortie, un moyen de s'échapper déjà de ces problèmes qui sont manifestés à cause des décisions prises par la politique monétaire de leur pays, quoi. Et c'est tout ce qu'on va voir là dans les exemples qui vont suivre. Donc c'est parti. Alors on va commencer par parler 1, 2, 3. On va commencer par parler de la Human Rights Foundation. Je suis allée sur leur site. Alors oui, juste avant quand même. Donc la Human Rights Foundation, c'est une organisation non gouvernementale qui milite depuis plusieurs années dans le monde entier. 2005, je crois, pour être précis. Pardon ? Elle a fondé en 2005. 2005 ? Ouais. Ok, très bien. Je ne savais pas, je l'avais Précis, pas écrit. non mais... Ouais. Il connaît son sujet, il connaît. J'ai fait mes devoirs. Du coup, donc, leur objectif, c'est de militer pour les droits de l'homme, donc partout dans le monde où ils sont menacés finalement. Et ce que j'ai trouvé drôle aussi quand j'ai regardé, parce que je connaissais pas avant de préparer cette émission, c'est que leur équipe, elle est hyper engagée. C'est pas genre juste 3 pecnos à droite à gauche qui aiment bien les droits humains. En fait, c'est des anciens prisonniers politiques. J'ai trouvé ça génial. Bref, et donc, en mai dernier, du coup, ils ont financé 12 projets. 12 projets en rapport avec le Bitcoin parce qu'ils ont un fonds de développement Bitcoin. Donc c'est des projets surtout en Afrique et en Asie. Et ces projets-là, ils mettent l'accent sur le Bitcoin en fait, au service de l'homme, de la liberté, de la presse et de la défense des minorités. Ryan, si on va un peu plus dans le concret de ce que ça veut dire, là, ce que je viens de dire, le Bitcoin au service des droits de l'homme, etc., de la liberté, comment cette fondation, elle contribue au développement du Bitcoin ? Comme tu l'as dit, là, leur dernière série de dons elle date du 9 mai 2023, si je ne dis pas de bêtises. Et ouais, ils ont alloué, je crois, 475 000 € à... C'était une douzaine de projets. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est principalement des développeurs ils vont financer des développeurs, donc également des éducateurs, parce que le but, c'est également de vulgariser Bitcoin. Et des projets open source, des initiatives open source. Donc voilà, c'est principalement de cette manière, donc contribution sur le développement du réseau Bitcoin pour qu'il soit plus résilient, décentralisé, sur l'aspect également privacy et sur l'éducation pour ces pays, pour les pays comme tu as cité, les continents, les zones, l'Afrique et l'Asie. Ouais, Afrique et Asie en particulier. Du coup, j'ai chopé un exemple de projet pour le regarder ensemble vite fait pour que ça devienne un petit peu plus concret. Donc ça s'appelle Cachou. Je ne sais pas si je le prononce bien. Mais en gros, donc ils disent que Cachou offre une confidentialité presque parfaite aux utilisateurs d'applications Bitcoin dépositaires. Donc en gros, leur objectif, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils promettent de garder intacte la vie privée de ces utilisateurs, du solde de leurs utilisateurs et aussi des transactions entre utilisateurs. Alexandre, en fait, du coup, je me suis posé la question, c'est quoi l'importance de cet anonymat ? Pourquoi c'est recherché ? En fait, l'anonymat, c'est vrai que c'est un sujet qui est très polémique parce que nous, on le voit depuis le prisme d'une société qui est presque devenue anesthésie au risque. C'est-à-dire que tout de suite, dans le débat public, si on dit anonymat en France, on pense terrorisme, en fait. On pense quelqu'un qui a envie de mal faire. L'anonymat, de manière générale, c'est quelque chose qui permet la déviance. Et la déviance, c'est un concept qui peut être bien ou mal. Sans déviance, on n'innove pas, donc on n'avance pas non plus. Les personnes qui sont en marge des sociétés, en règle générale, c'est précisément celles qui remettent en question l'ordre établi, c'est celles qui permettent d'avancer. Et j'aime souvent donner cet exemple, la déviance maximale d'une certaine façon, c'est la criminalité. Quel est le point commun entre Charles de Gaulle, Nelson Mandela, Martin Luther King ? Ils ont tous été criminels à un moment donné. Donc en fait, c'est juste que la notion de crime, il faut la définir et il faut se rendre compte qu'elle est définie par un ordre établi. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais c'est juste pour resituer le débat dans le fait que l'anonymat est une bataille qui ne... C'est pas juste défendre les terroristes, l'anonymat. L'anonymat, déjà, c'est un droit fondamental garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par la Constitution, etc. Donc c'est pas rien. Et c'est ce qui permet aussi, par exemple, à une George Sand d'exister.
Pourquoi ? Parce qu'elle publie sous un faux nom qui lui permet d'être prise pour un homme et donc de publier. C'est George Orwell qui est sous anonymat. C'est Voltaire qui est sous anonymat. Dès qu'on veut publier quelque chose qui bouscule un ordre établi ou qui n'est pas accepté, l'anonymat est souvent une bonne solution. Et donc effectivement, dès qu'on sort des pays occidentaux, souvent anonymat rime avec défense des droits humains. Parce qu'évidemment, quand on va défendre l'homosexualité dans un pays où c'est interdit et criminalisé, on est considéré comme criminel là-bas. Et donc on est en train de se faire traquer parce qu'on veut être anonyme, alors qu'on est simplement une minorité oppressée et qu'on a envie de pouvoir exister. Donc dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de pays, notamment en Asie, en Afrique, effectivement, où les droits humains sont bafoués. Et donc effectivement, l'anonymat, c'est une solution de protection. C'est une solution pour des activistes des droits de l'homme, pour des personnes qui souhaitent tout simplement faire avancer les libertés civiques, les libertés individuelles. Et sans ça, en fait, elles seraient tout simplement exposées tout de suite et le gouvernement viendrait les arrêter. Donc ce qu'on constate, c'est que malheureusement, si je tire le fil et que je nous ramène en Occident, c'est pas quelque chose qui est réservé à l'Afrique, l'Asie ou l'Amérique latine, etc. C'est que un Edward Snowden, un Julian Assange, les lanceurs d'alerte, les LuxLeaks, les Panama Leaks, etc. Tout ça, en règle générale, qu'est-ce qui s'est passé pour Assange ? Il révèle des choses qui sont illégales de la part du gouvernement américain, des crimes de guerre. Eh bien, le gouvernement américain dit on va vous bloquer vos comptes. Et comme dans le monde numérique, c'est ce que je disais en introduction, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, on ne possède rien, puisque tout est chez des intermédiaires. Oui. Eh bien, les organisations financières, elles n'ont pas intérêt à dire non au gouvernement américain, puisque sinon elles se font couper un marché mondial extrêmement fort. Donc elles disent oui, et il se retrouve que Wikileaks n'a plus d'argent. Et donc on est dans ce sujet où l'anonymat est très important, parce que c'est un sujet ambivalent, qui est un arbitrage, j'allais dire, philosophique, qui pose question à l'humanité depuis des centaines d'années, et qu'a priori on ne va pas régler juste là, parce qu'on est plus intelligent que les gens qui nous ont précédés, mais c'est un arbitrage qu'il faut en permanence avoir en tête. Plus on permet l'anonymat, plus on permet la déviance. Mais déviance, ça veut aussi bien dire droit humain que crime. Donc c'est là qu'il faut toujours être un peu entre les deux. Et pour les sociétés dans lesquelles la Human Rights Foundation vient aider les populations, en règle générale, on peut considérer que l'arbitrage, pour l'instant, il est plutôt en défaveur des droits humains. Donc ça peut être intéressant de soutenir l'anonymat, effectivement. Oui, alors on devait en parler juste un tout petit peu plus tard, mais je trouve que c'est bien de faire le lien là-dessus par rapport à Farida Nabourema, c'est ça, ouais, Nabourema, sur le fait que, en fait, du coup, je trouve que ça va très bien avec ce que tu as dit là, parce qu'elle, de ce que j'ai compris, c'est ce qu'elle promeut, le fait de, c'est une activiste et elle utilise le Bitcoin justement pour. Enfin, je te laisse en parler, Ryan, par rapport à ça, je ne veux pas dire de bêtises. Non, c'est une activiste et militante contre l'autoritarisme et pour les libertés individuelles, et ça fait 20 ans qu'elle se bat. Et le Togo, du coup, pour préciser le lieu quand même. Alors, elle est exilée. Togolaise, je veux dire. Oui, elle est togolaise, voilà, elle est originaire du Togo. Elle est exilée depuis, je crois, 10 ans parce que, elle a dit des choses sur le gouvernement togolais ils n'ont pas beaucoup apprécié, donc voilà. Et je crois qu'il y avait une histoire aussi avec son père. J'ai pas vérifié quand on en avait reparlé. Vous regardez un peu toute sa famille, notamment son père et son grand-père. Bon, c'est des gens qui ont beaucoup milité pour les droits individuels. Et du coup, oui, pour elle, la monnaie, c'est le nerf de la guerre. Et c'est ce qui permet aux puissants de manipuler les gens, de torpiller les projets des opposants ou même de faire peur aux opposants. Et donc, elle trouve en Bitcoin une solution, étant donné que c'est décentralisé, personne n'a la main dessus, pour financer des missions humanitaires, pour plein d'autres choses. Mais là, pour lequel de l'anonymat, c'est pour aujourd'hui, si vous faites des dons, je sais pas, dans des pays où il y a un régime autoritaire, vous pouvez aller en prison grâce à cet anonymat, même si Bitcoin pour le coup c'est pseudonyme, donc on ne sait pas qui y a derrière le wallet, mais on voit qu'un wallet a fait une transaction vers un autre wallet. Mais voilà, ça protège l'individu qui derrière a fait un don, quoi. Oui. Bon, du coup, je reviens, petite transgression terminée, je reviens à ce qu'on devait se dire. Il y a une question, je crois, pour Ryan et Alexandre. Ah, vas-y. J'ai du mal à lire parce que je suis absolument myope. Que pensez-vous des récentes actions de la SOC ? Alors attends, parce que normalement c'est sur mon ordi, mais... Ah ouais, mais ça n'a pas beaucoup de lien avec ce qu'on raconte, mais je pense qu'on peut noter la question pour tout à l'heure, mais hop, ça a moins de lien avec ce qu'on raconte pour l'instant. Ok. Du coup, c'est quoi ? Pensez-vous sur les actions de l'autorité des marchés financiers américains sur Binance et Coinbase. Donc effectivement, on est loin pour l'instant de nos sujets. Après, moi, je peux répondre. Hein. Vas-y, comme ça. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que
c'est ambivalent. Il y a une forme de clarté nécessaire sur qu'est-ce qui est un titre financier et qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour moi, ça va permettre de légitimer un discours que je pense est juste, à savoir qu'il y a Bitcoin d'un côté et les cryptos de l'autre. Bitcoin est très très particulier comme crypto, et puis on a l'occasion d'en discuter à l'instant. Les autres sont très généralement, pas toujours, mais dans 99% des cas, en fait des titres financiers déguisés. C'est-à-dire qu'il y a une fondation, il y a quelqu'un, il y a des dividendes, des droits de vote, il y a quelque chose qui permet de l'assimiler à un titre financier tout à fait classique. Je suis cependant partagé sur l'attitude de la SEC, à savoir la réglementation par la force, entre guillemets. Et je pense que Gary Gensler est récemment sorti de son périmètre en faisant des commentaires politiques. À savoir, il a dit dans une vidéo, nous avons déjà assez de digital currencies. J'ai envie de lui dire, ce n'est pas à toi d'en juger. Et d'ailleurs, Brian Armstrong, qui est le patron de Coinbase, a tout de suite compris qu'il y avait un interstice dans lequel se lancer, puisqu'il a dit, en fait, mes chers compatriotes américains, vous avez un régulateur qui est en train de décider qu'est-ce qui est une bonne ou une mauvaise innovation. Donc attention, c'est pas très bon pour la liberté d'entreprendre. Voilà. Mais voilà, j'attends de voir comment ça va se décanter. Il y a du bon dans le fait de clarifier ça, mais c'est peut-être pas fait de la manière la plus sport, on va dire, par le régulateur américain. On a répondu, ils sont un peu secs, c'est sûr. Ils sont un peu secs, c'est sûr. Très bonne blague, je la garde. Ryan, tu veux ajouter quelque chose ? Non, moi juste sur l'aspect peut-être anonymat. C'est juste pour donner un exemple, mais aujourd'hui, si on a des rideaux, c'est pas, comment dire. Des rideaux chez toi, tu veux dire ? Des rideaux chez moi, oui, okay. Des rideaux chez moi. C'est juste parce que là, on parle de crypto-monnaie. Oui, c'est juste pour donner une image. Si aujourd'hui j'ai des rideaux chez moi, je sais que j'ai rien à cacher chez moi. Hein. Si je regarde la télé, je mange, mais c'est juste, j'ai envie d'avoir cette vie privée. Oui. Et même si je mets des rideaux, c'est pas parce que derrière je suis en train de faire quelque chose de malveillant. Donc il y a ce besoin d'avoir une partie de une certaine j'ai perdu mon mot, une certaine clairvoyance. Pas clairvoyance, mais dans le sens où les gens n'ont pas besoin de savoir tout ce que je fais, parce que notamment dans la finance, si tout le monde commence à savoir ce que fait tout le monde, il n'y a plus de liberté en fait. Donc c'est un gros problème à ce niveau-là. Et ça c'était, ce qui est intéressant dans ce débat, c'est pas les cas qui sont aux extrêmes, parce que on arrivera assez vite à se mettre d'accord sur le fait que financer la pédocriminalité c'est pas terrible, mais sur le fait que financer les droits de l'homme c'est super. Par contre, c'est les cas au milieu, et il y a plein de cas où en fait on se pose la question. Et donc c'est les moments d'arbitrage. Je pense à ce qui s'était passé au Canada il y a maintenant un an, c'est toutes les manifestations avec les camionneurs, etc. En fait, on peut légitimement se poser la question, est-ce que c'est normal que pour une manifestation, on bloque les comptes bancaires des manifestants ? C'est ce qui s'est passé ? C'est tout à fait ce qui s'est passé, puisque le gouvernement a dit, voilà, si vous participez à ces manifestations, le compte bancaire est bloqué. Ah ouais. Et donc en fait, le problème du système financier, c'est que comme il déporte la responsabilité de la propriété pour faire gros, des oligopoles, puisque en France, il y a 6 banques, voilà, vous avez fait le tour du marché, et puis c'est à peu près pareil partout. Moins aux États-Unis, mais vu ce qui se passe en ce moment, il va y en avoir de moins en moins des banques, et ça va assez rapidement se terminer avec M. Morgan et d'autres. Mais en tout cas, une fois qu'on a 6 ou 7 interlocuteurs en tant que gouvernement, la tentation elle est trop forte. Si on a juste à appeler quelqu'un pour dire « vous me bloquez les fonds de tous mes opposants ». Il suffit juste de trouver une excuse valable. En France, ils ont essayé de le faire aussi. On commence à avoir des sujets très inquiétants sur la presque criminalisation de l'utilisation de Signal, par exemple. Vous utilisez Signal, c'est une attitude conspirative, nous dit la DGSI. On utilise quoi ? Signal, l'application. Ah oui, l'application Signal. Oui, c'est vrai que j'en ai entendu un peu parler de ce truc. Donc ça, c'est des choses qui sont assez inquiétantes, parce que le garde-fou qu'on nous vend en permanence, c'est de dire vous n'avez qu'à pas mettre l'extrême droite au pouvoir. Oui, c'est léger comme garde-fou. Voilà. Donc on n'a pas besoin d'avoir l'extrême droite au pouvoir pour que ce soit beaucoup trop tentant pour le pouvoir en place. Et j'allais dire, je jette pas la pierre. Tout le monde en position de pouvoir serait tenté de le faire. De dire, là vraiment c'est chiant d'aller gérer les manifestations, des gens pas d'accord, etc. Hop, plus de compte en banque. Et vous faites plus les malins. Là, vous pouvez plus rien acheter. Plus de baguette de pain, plus rien. Vous pouvez plus. Donc dans 2 jours, vous êtes mort. Qu'est-ce que vous allez faire ? Donc effectivement, c'est beaucoup trop tentant.
Et la capacité à reprendre la possession, c'est pas quelque chose dont vous aurez forcément besoin tout le temps, mais c'est une alternative qui permet la résilience en tant que société. Oui, et c'est super intéressant ce que tu dis là, parce que du coup, ça donne vraiment une vision sur, Bitcoin, comment il peut servir dans les pays comme la France, oui, bien sûr. finalement, parce que là, on parle. Là, on était au Canada, ce qui n'est pas le pays Ouais. le plus liberticide du monde. Hein. Oui, Donc c'est pour ça que je dis que la tentation est forte et que ce n'est pas un garde-fou suffisant de nous dire tant que c'est pas l'extrême droite, YOLO quoi. Non, ça marche pas ça. Oui. Donc on a besoin de ce genre de garde-fou qu'on n'a plus en fait depuis 20 ans. Donc maintenant c'est bien qu'il arrive. Puis ils ont déjà commencé avec la vidéosurveillance. Ils ont pris l'excuse des JO pour appliquer une surveillance massive quand il y aura les Jeux Olympiques. En France là? Ouais. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je connais pas énormément le sujet, mais je sais qu'en tout cas, quand il y aura les Jeux Olympiques, il y aura pas une traçabilité, mais Test entre guillemets, il y aura la vidéosurveillance généralisée pour. Mais vraiment- comment ça? Dans les rues et tout? bien sûr. Partout. Mais comme le dit une phrase fameuse, il n'y a rien de plus durable qu'une mesure temporaire. Ouais, voilà, mais c'est ça aussi, c'est dans ton article que j'ai C'est lu. tout à fait. Alors je sais pas de Belle moi, lien. hein, je crois que c'est de Friedman de mémoire, mais c'est Mais tout à fait oui, exact. ouais, c'est ce que j'allais dire, genre. Ah ouais, ok. On n'en parle pas beaucoup, tu vois. Non, Ouais. moi j'en ai. Bah après, en Et- plus, moi j'écoute pas l'actualité, mais c'est vrai que j'en ai pas entendu parler. Oui, Mm. parce que c'est carrément des trucs, ils vont mettre en place des Oui. caméras, ils pourront totalement le laisser Ah oui, ils disent après toujours sans c'est problème. éphémère, mais au final, on sait très bien Oui, que ça va durer oui, après. oui. donc, Bon. C'est une émission qui vire Ouais, complotiste. c'est ce que j'allais dire. Accrochez-vous à vos Sinon- chaises. Le Covid-19, c'est parti. Servez-vous un bon verre de vin là. Revenons du coup, donc Bitcoin, clé de la liberté dans les pays en développement. Petit mot-clé pour que la régie se retrouve un petit peu dans notre méli-mélo. Oh, tu nous as fait stresser là. Non, tout va bien, vous inquiétez pas. Mais c'est ce qu'on a digressé, c'est pour tous se remettre bien. Alors, donc, Bitcoin comme clé de liberté dans les pays en développement. Donc, du coup, moi aussi, je m'y perds. Je peux donner un chiffre qui est super intéressant, c'est que du coup le fonds de développement Bitcoin qui a lancé du coup la fondation Human Rights, Oui. ça a été lancé en 2020 et depuis ils ont alloué 2,7 millions en BTC et en dollars à des projets ou à des personnes. Donc c'est pas rien. J'insiste sur un point parce que souvent c'est mal perçu quand on. Enfin, il y a plusieurs organisations humanitaires qui maintenant font des récoltes en Bitcoin ou peu importe. Mais c'est une chose que de récolter des bitcoins, puis de les transformer en dollars, puis d'envoyer des dollars, et c'est une autre que d'envoyer des bitcoins. Donc là, ce qui est intéressant, c'est non pas de se dire je récolte de l'argent grâce à Bitcoin, c'est que une personne dont le compte bancaire a été bloqué, ou bien en prenant l'Ukraine. En Ukraine, même si c'est pas forcément un pays totalitaire, peu importe, au moment de la guerre, les distributeurs étaient bloqués, tout simplement. Ouais. Les banques sont fermées, on ne peut pas récupérer son argent. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Si on veut envoyer des dons, on fait comment? Bitcoin est une porte de sortie parce qu'on n'a pas besoin de compte bancaire. On prend un téléphone, on l'allume, on peut ouvrir un wallet et on peut recevoir un nom. Donc en fait, il y a aussi l'aspect, non pas juste récolter de l'argent en Bitcoin, mais le donner en Bitcoin. Parce que quand on le donne en Bitcoin, on n'est pas censurable, on n'a pas d'autorisation à demander à qui que ce soit. Et on en revient au débat de société. Donc je peux financer les droits humains, donc je peux financer Daesh aussi. Oui, c'est toujours la même chose. Et juste, là, c'est une question pure curiosité. Il n'y a jamais eu des sujets par rapport au Bitcoin. Est-ce qu'on n'en ferait pas justement quelque chose de... Tangible. Ouais, voilà. Oui, c'est ça qu'on dit. Non, il y a Physique. Oui, de Ouais. physique, mais il y a un mot pour dire ça, je crois. non Tangible Non du coup. Ouais. Oui, c'est ça, je crois. C'est à toi de nous dire si c'est ça, mais je sais pas. Bah, je me rappelle pas du moment, bref. Mais si Mais c'est la est-ce question, c'est physique ou tangible, non, parce que précisément l'intérêt de Bitcoin, c'est qu'il C'est n'a tout. pas, il n'a pas de contrepartie. Mm. Donc en fait, le Bitcoin c'est un système fermé. D'une certaine façon, c'est un système ouvert puisque tout le monde peut participer, mais c'est un système fermé dans le sens où le Bitcoin ne fait de sens que dans le système Bitcoin. Il n'a de valeur que parce que quand j'ai un Bitcoin, personne ne me doit rien. Alors que tous les autres actifs financiers, c'est une créance envers quelqu'un. Donc il y a toujours un risque de contrepartie. Si j'ai une action Total, si Total fait faillite, bah j'ai plus rien. Oui. Si j'ai un euro et que la BCE fait faillite, j'ai plus rien. Oui, ok. Donc il y a toujours une contrepartie d'une certaine façon. J'ai caricaturé un petit peu pour l'euro, il y a des gens monétaristes qui vont venir m'embêter, la banque centrale qui n'a pas d'argent, nanana. Bon bref, je fais en très court. Mais aujourd'hui, la monnaie, même l'euro, c'est de la dette. On crée de l'euro quand je vais faire un crédit immobilier par exemple. Donc, C'est 90% je crois. Mais... exactement, le reste c'est banque centrale sur pièces et billets. Mais tout ça pour dire que Bitcoin n'a pas de contrepartie. Donc si tu en crées une version physique, bah, tu recrées une contrepartie parce qu'il faut quelqu'un pour créer cet objet et te garantir que derrière cet objet physique, il y a une adresse dans le monde Bitcoin. Donc il y a des gens, ils ont fait des petites pièces en Bitcoin en mode pièce en chocolat, mais bon, je sais pas si ça rentre dans la question, quoi.
Non. Ça se mange les bitcoins? On m'a déjà posé cette question. Alors, on a une question. Dans quelle mesure l'accès au bitcoin est lié au réseau et à Internet? Alors, dans la théorie, il n'est pas lié au réseau et Internet. Dans la pratique, c'est quand même sacrément plus pratique. Déjà, il faut distinguer dans la question le transfert et la détention. Détenir du bitcoin, c'est se souvenir d'une série de mots. Donc ça, j'ai pas besoin d'Internet. Je peux me souvenir de ma série de mots tranquillement. Voire même, Bitcoin peut s'arrêter de tourner, genre le réseau électrique est mort, etc., sur toute la planète. Ça ne m'empêche pas, demain, si le réseau est remis d'aplomb, j'ai toujours mes Bitcoins, si je me souviens de la série de mots. Donc théoriquement, ça, c'est pas lié au réseau, à Internet, ni à rien. Si je veux me servir du système Bitcoin comme moyen de paiement, je peux théoriquement aussi me passer du réseau. Il suffit que je file ma série de mots à Ryan. Mais si je fais ça, je garde une insécurité dans la mesure où nous sommes. C'est pas maintenant je lui ai donné. C'est maintenant on est deux à posséder le même argent. Oui. Donc c'est pas très sécurisé. Donc il y a des façons de faire sans Internet, mais ça reste sacrément plus facile de faire un transfert avec Internet où je vais signer une transaction, l'envoyer sur le réseau. Maintenant, là où c'est intéressant pour l'Afrique notamment dont on parle, c'est qu'en Afrique il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas Internet. Et donc, il y a pas mal de gens qui se sont rendus compte que le frein à l'adoption de Bitcoin, ce serait l'accès au réseau. Et donc, ils essayent de passer par des solutions alternatives où ça passe par le réseau de données mobiles. Donc, c'est des choses qui sont en cours de développement, ou par les ondes radio parfois. Mais en tout cas, ça a besoin d'un médium de communication pour envoyer la signature vers le réseau Bitcoin. Ouais, par les ondes radio, je savais même pas que... On peut communiquer par signaux de fumée, hein, théoriquement. Mais voilà, c'est juste que c'est pas pratique de le faire à grande échelle. Très bien. Du coup, donc on a digressé un peu. Est-ce que Ryan, tu as des choses à ajouter par rapport à l'Afrique, l'adoption du Bitcoin en Afrique? Comme l'a expliqué Alexandre, c'est que déjà il y a beaucoup de personnes en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité et à une infrastructure en règle générale. Déjà pour ouvrir un compte bancaire en Afrique c'est compliqué parce que pour ouvrir un compte bancaire il faut une carte d'identité nationale, ce que n'a pas la majorité des Africains parce que ils n'ont pas également d'adresse postale. Et puis même quand surtout dans les zones dans les zones rurales quand il y a un nouveau-né, les personnes ne vont la famille ne va pas à la préfecture dire c'est pas leur priorité, c'est loin, c'est loin ou ils sont même pas au courant. Donc ce qui fait que vous avez plein d'enfants et de personnes qui naissent sans acte de naissance et qui derrière quand ils auront 18 ans ne pourront pas ouvrir de compte bancaire. Alors que Bitcoin, comme on l'a expliqué, vous avez juste besoin d'un accès à Internet et vous pouvez ouvrir un compte et ensuite transférer, échanger, faire ce que vous voulez avec Bitcoin. Et donc ça c'est l'avantage de Bitcoin. C'est l'accessibilité et la partie inclusion financière également. Donc voilà, principalement de ce côté-là. Ok, j'ai une autre question en attendant. Vas-y. Et il y a une question de Rems et moi, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que vous avez des bitcoins vous? Et ça m'étonnerait. Franchement, je pense pas. Je pense pas que vous ayez des bitcoins là. Et y a-t-il une autre manière de tenir des bitcoins que de les acheter? Oui, les miner, donc les créer. Yes. Mais c'est moins accessible au commun des mortels. C'est contribuer à la sécurité du réseau, en version simple. Donc en contribuant, en apportant la puissance de calcul au réseau, on peut se voir récompensé par la création monétaire. Donc à ce moment-là, on n'a pas eu besoin de les acheter. Autre possibilité, on me les envoie. Je ne les ai pas achetés non plus. Mais Oui, en ce moment, c'est 6, j'ai lu ça ce matin. 6,25 la récompense monétaire, toutes les 10 minutes. Yes. Mais après, c'est divisé entre plein de personnes en règle générale. Et du coup, est-ce qu'on peut en profiter de ça pour faire la transition avec... tu sais, tu m'avais parlé d'un article du MIT où justement, ils ont construit je sais pas si on dit une centrale de minage. Une ferme de minage. Une ferme de minage, peu importe. Et justement, où c'était trop intéressant parce qu'ils utilisaient l'euro collecté, enfin le bénéfice du minage, quoi, pour payer tous les frais associés au parc dans lequel c'était. Je crois que c'était au Congo de mémoire. C'était en RDC, à l'est. C'est le parc des Virunga qui est à la frontière de mémoire avec le Rwanda. Et effectivement, en fait, alors pour ça, il faut prendre un pas de recul et effectivement revenir sur les caractéristiques du minage qui en font un objet un peu particulier. Globalement, le minage, donc, est le procédé qui consiste à apporter la puissance de calcul au réseau pour le sécuriser et à être récompensé en bitcoin nouvellement créé.
c'est un processus qui est devenu un processus business, j'allais dire, comme les autres, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se mettent dessus, qui se spécialisent, et qui, comme toutes les entreprises, ont un bilan, un compte de résultat, où les coûts principaux, c'est l'électricité, puisqu'il faut faire tourner des machines, et les revenus, c'est de la création de Bitcoin qu'on va vendre à un prix de marché, et donc après, si on fait la balance et qu'on est positif, on a un business model, c'est super cool. Ce qui est intéressant dans ce business-là, c'est qu'il a des caractéristiques qui sont propres, qui sont vraiment qu'on ne retrouve pas dans d'autres industries. Et notamment parmi ces caractéristiques, on retrouve la géo-indépendance. C'est-à-dire que faire des calculs, ce qui est donc l'industrie, elle transforme l'électricité en puissance de calcul, puis en Bitcoin. Faire des calculs, peu importe où on est sur la planète, ça revient au même. Et donc ça, c'est une caractéristique qu'aucune industrie n'a. C'est-à-dire que si on veut par exemple faire de l'extraction de ressources, si on veut extraire de l'or, on n'a pas le choix, il faut aller là où il y a de l'or. Donc on n'a pas une liberté totale sur là où on peut s'implanter. Si on veut faire un commerce, si on veut ouvrir une pizzeria, je ne vais pas la mettre au milieu de la Sibérie, je vais me mettre là où il y a des gens pour consommer. Si je veux faire de la logistique, il me faut un aéroport, un port. Bref, globalement, tout le monde a des contraintes de localisation qui font que son business peut être rentable ou pas. Un mineur n'en a pas. Ou plutôt, il en a, mais qui sont très très faibles. Ses contraintes principales, c'est est-ce qu'il y a une connexion satellite, Internet ? C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de fibre optique, il n'a pas besoin de l'Internet dernier cri, mais il a besoin quand même, on parlait tout à l'heure de la connexion justement au réseau, il a besoin à un moment donné quand même d'envoyer au réseau le résultat de ses calculs. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il a l'électricité pas chère ? Parce que s'il a l'électricité chère, il est juste pas rentable. Donc, grâce à ces deux faits, en tout cas grâce à la géo-indépendance, et ben justement, il va se servir de ces très faibles contraintes pour aller chercher l'électricité pas chère là où elle est. Et souvent, cette électricité pas chère, j'allais dire, c'est presque écrit dans le nom, si elle est pas chère, c'est que personne n'en veut. Parce que normalement, dans un bassin de consommation, je sais pas, une zone urbaine par exemple, en fait, on est tous prêts à payer super cher, notamment dans les périodes de pic, voilà, au milieu de journée, etc. On va payer super cher parce qu'on a envie de cuisiner, de se chauffer, de machin. Oui. Mais il y a plein d'endroits dans lesquels l'énergie qui est produite, personne n'en veut, et donc elle est gaspillée. Oui. Par gaspiller, j'entends parfois, elle est juste balancée dans la terre. Hein. On est vraiment sur ce genre de truc. Et ce problème, il devient de plus en plus grave au fur et à mesure que le renouvelable se développe. Parce que le renouvelable, notamment le solaire et l'éolien, il a le problème de l'intermittence que tout le monde connaît. Carrément. C'est-à-dire que voilà, l'éolien ou le solaire, c'est vraiment le meilleur exemple. Ça produit le maximum au zénith, qui est le moment où il y a le moins de consommation. Puisque précisément, c'est le zénith. Donc, on a une décorrélation entre la capacité de production de la source d'énergie et la consommation en face. Et donc, les producteurs d'ENR se retrouvent assez dans l'embarras parce qu'ils ont plein d'énergie dont ils ne savent pas quoi faire. Et donc, je remarquais dans certains endroits du Texas notamment, par exemple, donc c'est pas non plus au fin fond du monde, etc. Ça reste les États-Unis. Le Texas, c'est le PIB de la France. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Y a des endroits où un quart du temps, les prix d'électricité sont négatifs. À cas, la personne ne sait tellement pas quoi faire de son énergie qu'elle est prête à payer pour que quelqu'un la consomme. Ah ouais. Sauf que ça, c'est terrible pour la rentabilité des ENR, puisque précisément, si un quart du temps, je dois payer les gens pour consommer mon énergie, mon business model, il est enterré. Et donc je ne vais pas développer d'ENR, tout simplement. Oui. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, en fait, on a le problème des ENR, c'est que elles pourraient être mieux rentables si déjà les batteries étaient mieux développées. Mais là, on a des problèmes physiques d'ingénieurs où les batteries, on ne peut pas en mettre partout, tout le temps, dans tous les endroits. Et on a des problèmes réseau. Je citais un article du Financial Times d'hier, qui n'est pas non plus un torchon complotiste, qui nous disait qu'il y a maintenant des queues de 500 gigawatts de puissance énormes en France, au UK, etc., de sources d'ENR qui sont en fait, comme elles sont loin du réseau électrique, en fait, elles ne sont pas raccordées. Et donc, elles attendent un raccordement réseau. Et pendant ce temps-là, il ne se passe rien. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, on revient au Congo, pourquoi ça nous intéresse ? Parce que précisément, au Congo, ils sont comme dans d'autres endroits, dans cette problématique-là, où si on prend le parc des Virunga, qui est un parc assez connu dans le monde, parce que le chef des réserves, enfin des gardiens de la réserve est assez connu, c'est un Belge de mémoire qui s'appelle David Merod, qui est assez emblématique dans la lutte pour la faune et la flore, mais c'est aussi un parc très connu parce que je crois que c'est là qu'il y a les derniers gorilles de montagne. Donc c'est une espèce en danger qu'ils essayent de préserver. D'ailleurs, de mémoire, ils ont plutôt un succès relatif. Ils ont réussi à augmenter le nombre d'individus. Mais ils ont le problème que les populations locales, on leur dit vous touchez pas à ce parc, c'est un parc naturel protégé, et elles répondent ouais mais moi j'ai besoin de me chauffer, j'ai besoin de faire, donc voilà, j'ai besoin de bois en fait parce que je suis pas électrifié. Oui. Comme beaucoup de gens, de mémoire en RDC, c'est moins de 10% de la population qui a l'électricité.
Donc quand on n'a pas d'électricité, on coupe du bois, tout simplement. Et nous, on arrive en tant qu'Européens, oui, c'est pas bien, c'est la forêt vierge et tout. Et ils font, bah ouais, t'es gentil, mais moi, je veux me chauffer, quoi. Donc arrête tes leçons et rentre chez toi. Et là, ce parc, en fait, il a tout simplement saisi l'opportunité. Il s'est dit, mais attendez, je vais casser le cercle vicieux parce que nous, on aimerait bien électrifier ces populations pour qu'elles arrêtent de venir braconner, enlever du bois, etc. Mais on a un problème d'œuf et de poule. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de centrale de production, personne n'a envie de développer le réseau. Et tant qu'il n'y a pas de réseau, personne n'a envie de se développer de centrale. Donc ça fait des dizaines d'années que ça dure et que personne ne fait rien. Et donc à ce moment-là, il s'est dit, mais en fait, le minage de Bitcoin, comme il est hyper mobile, j'ai juste à créer la centrale et à adosser à la centrale des mineurs de Bitcoin. Puisque eux, ils viennent consommer l'énergie, peu importe le prix. Oui. Et donc, c'est ce qui s'est passé notamment au parc des Virunga, où ils ont investi dans des machines de minage, ce qui leur a permis de financer la construction d'un barrage hydroélectrique, de plusieurs d'ailleurs. Et en fait, avec l'argent qu'ils font à partir du minage, ils font quoi ? Ils développent le réseau électrique. Et donc, ils ont rompu ce cercle vicieux où l'espoir là-dedans, c'est qu'au bout de quelques années, on ait développé le réseau pour raccorder la population adjacente dans les villes importantes. Je pense à Goma qui est pas très loin. Oui, parce qu'en fait, quand tu dis qu'ils développent, juste je te coupe 2 secondes par rapport à ça, quand tu dis qu'ils développent le réseau électrique, c'est pas juste pour le minage. Non, c'est pour ils tout en le font monde. Profiter. Justement, parce que en fait, pourquoi la centrale a intérêt à raccorder la population ? Parce que là où le mineur, lui, il va négocier des prix dérisoires, parce que sinon il n'est pas compétitif. Donc il va demander 3 centimes, 4 centimes, 5 centimes d'euros le kilowattheure. Sachant que le Parisien de base paye plutôt 15, 20, voire plus. Quand ils développent leur centrale hydroélectrique, leur volonté, c'est d'aller atteindre la population urbaine, parce que eux, ils sont prêts à payer 10 centimes. Oui. Donc dès qu'il est raccordé, il sait qu'ils ont un client qui est capable de payer 3-4 fois plus que le mineur. Le mineur, lui, il s'en fiche parce que pendant tout ce temps-là, il fait de l'argent. Accessoirement, le parc fait aussi de l'argent. Accessoirement, pendant une période Covid où les autres financements étaient tous coupés, donc ça leur a permis de survivre pendant cette période-là. Et le mineur étant hyper mobile, le jour où le réseau est raccordé et où on lui dit désolé, il y a des gens qui sont prêts à payer plus que toi, donc maintenant aligne-toi au prix de marché, le mineur il fait quoi ? Il dit je m'en vais. Je prends mes machines et puis j'ai un autre endroit qui a besoin d'un raccordement au réseau. Donc le parc des Virunga est assez connu parce que c'est un des premiers parcs à avoir passé le pas, j'allais dire, d'aller contre le discours ambiant de Bitcoin ça détruit la planète 8 fois par jour, etc. Et de dire mais non, attendez, moi ça me permet d'arrêter la déforestation, donc peu importe ce que les gens en disent, moi je vais m'en servir. Et effectivement ils ont plutôt un succès relatif là-dessus. Ouais, ok. Justement, dans la deuxième partie, on va parler aussi un peu plus en détail de l'impact sur l'environnement. En attendant, je propose de passer à ce qu'on appelle l'instant gaming et vous faire gagner les différents jeux qu'on n'a pas du tout, les lots, les cadeaux qu'on a pour vous. Du coup, jingle. Alors, on a 4 ou 5 du coup, Alexandre. 4 ou 5 cadeaux. Moi je ne sais pas, j'ai 3 livres, mais je crois que Ryan veut faire une OPA sur l'un des 3. Ouais, j'ai pas de livre et j'aimerais bien avoir. Très bien, pas de souci. Donc on n'aura pas 5 cadeaux, on aura 4. Donc on en aura, voilà. En tout cas, il y en a 2 de mon côté. Du coup, les règles sont simples. Comme d'habitude, on va vous poser 4 questions. Moi j'en ai 2. Alexandre en a une et Ryan en a une. Et c'est à celui qui répond le plus vite. Qu'est-ce que vous voulez faire gagner chacun ? Est-ce qu'on peut choisir ? Moi, c'est à peu près évident, je pense. Ok, ton livre. Tu veux faire gagner quoi ? Je vais gagner une clé Ledger. Ok, très bien. Donc moi, je m'occupe du reste. Alors, on a du coup, c'était quoi le 4e ? C'était... Les AirTags. Oui, voilà, c'est ça. Donc AirTag. Première question pour les... Bon, enfin là, je suis en train de dire première question pour les AirTags, mais je sais pas en vrai. Je sais pas trop comment on... Bon, allez, vas-y, si on fait ça, c'est bon. Ça sera la règle. On est en direct. Allez, on l'a pas décidé, on le décide maintenant. Donc, première question pour les AirTags. Je crois qu'il y en a 2 dedans, non ? Non, je crois qu'il y en a Non, il y en a qu'un seul ? Bon, ouais. Il y en a qu'un seul. Combien y a-t-il Alors non, il faut bien que je pose ma question. Combien y a-t-il maximum d'unités Bitcoin ? C'est clair, comme ça ? Combien de parce Bitcoin Non, parce que tu de connais ma deuxième question. Quel est le maximum théorique voilà, d'unités de Bitcoin qui sera émise ? Ok, très bien. Je pense que c'est assez clair en disant ça. Ouais, très bien. Donc, allez-y. Le premier qui répond, du coup, AirTag. Et si vous n'avez pas compris la question... tant pis pour vous. Si c'est pas assez clair, dites-le moi. Je crois que nous avons un gagnant. Ouais, c'est bon. Plusieurs gagnants. Non, on prend le premier, donc c'est le premier gagnant. Très bien. Deuxième question, du coup. Donc moi, il me reste un bouquin.
Donc le livre, tiens d'ailleurs, dis-nous un petit mot quand même sur ton livre. Un petit mot sur mon livre. Déjà, je vais le montrer à l'écran, c'est un peu pratique. Bonjour. Superbe livre. Bitcoin magnifique. Et crypto-monnaie facile. Donc c'est un livre que j'ai écrit avec l'ami Claire Balva, qui était mon ancienne associée chez Blockchain Partner, et qui s'adresse aux néophytes qui ont envie de saisir les enjeux liés aux crypto-monnaies, à Bitcoin en particulier, d'une façon pédagogique, sans trop de verbiage technique. Et voilà, pour ceux qui ont envie de se lancer dans le milieu, mais qui ont peur de l'accrocher par un endroit un peu trop soit technique, soit financier, on le dit dans notre préambule notamment, le but de ce livre, c'est pas de vous rendre riche, le but de ce livre, c'est pas vous dire si Bitcoin vaudra 60 000, 100 000 ou 10 000 dans un an. Le but de ce livre, c'est d'expliquer pourquoi il vaut pas zéro. Donc c'est une démarche complètement différente, on essaye de revenir aux fondamentaux, pourquoi ça existe, à quel problème ça répond, et qu'est-ce que potentiellement on pourrait en faire demain. Et après, c'est une première porte d'entrée. Évidemment, le but n'est pas d'être exhaustif, mais c'est un excellent cadeau d'anniversaire, un cadeau de Noël, un cadeau. Les gens seront très contents de recevoir ça, peu importe pour l'occasion. Et Ryan pourra être d'accord très bientôt. Puisque, je l'espère. En tout cas. Il est très beau. Hein. Il est très très beau. Voilà, moi j'ai un faible pour le vert pomme. Oui. Voilà. Du coup, moi je vous fais gagner celui-là. Avec la question suivante, un peu dans le même registre. Cette fois-ci, c'est pas combien y a-t-il d'unités maximum, mais c'est plutôt où on en est aujourd'hui en termes de Bitcoin miné. Ça va si je pose cette question? Oui, mais il faut préciser l'ordre de grandeur. Parce que, oui, t'as raison. On est à l'ordre de grandeur au million près. Arrondi en dessous ou au-dessus? Du coup, arrondi, si c'est par exemple, si on dit arrondi... c'est une troncature ou c'est un arrondi? Attends, si on dit arrondi... Si je demande arrondi et que tout ce qui est au-dessus de 0,5, c'est le plus haut, non? Oui, c'est pour ça que je demande. C'est à troncature ou arrondi? Parce que troncature, si c'est 20,3, enfin si c'est 20,7, troncature c'est 20. Ah ok, tu vois, je connaissais pas. Donc c'est arrondi. Arrondi. En tout cas, on a beaucoup de réponses. Oui, et du coup c'est bon. C'est bon pour moi! Du coup, on vous annoncera les gagnants à la fin, mais il reste du coup 2 questions. Vas-y Ryan, je t'en prie. Ouais, ma question c'est comment appelle-t-on la plus petite unité de mesure de Bitcoin? Bonus à celui qui pourra dire c'est 10 puissance moins combien. Ah oui. C'est quoi le bonus? Je sais pas. C'est un bravo. C'est un bravo. Allez. Parce que toi c'est une clé Ledger, c'est ça que tu fais gagner. C'est ça, la clé Ledger orange en plus. Orange. Couleur de Bitcoin. Je crois que nous avons des gagnants. Ouais. Yes. Bien joué. Satoshi, bien joué. Et vas-y Alexandre, à toi. Je me souviens plus du verbatim de la question, mais je crois que c'était quel est le nom du président américain qui a mis fin à l'étalon or. Ouais, voilà, moi je suis dans une autre démarche, vous voyez. Toi t'es un petit peu plus dur. Ouais. Il y en a un qui a voulu le bonus, il y en a un qui a voulu le bonus. Est-ce que vous le savez? Est-ce que c'est bon sa réponse? Alors là, j'ai pas compté, mais c'est 10 puissance moins 8. Donc je suppose que c'est le bon nombre. Ah! On a une bonne Roosevelt réponse. Et Nixon. Alors c'est pas Roosevelt, malheureusement. Mais je crois que Vuksud. Mais il avait déjà gagné la clé Ledger, donc après, on va voir. Hein, trop rapide. Moi, je sais pas, Mais effectivement, il s'agit de Nixon, qui en 71 est arrivé à la télévision devant le monde entier pour dire les États-Unis font défaut, mais rassurez-vous, c'est temporaire. True story, puisqu'on en a parlé juste avant. C'est toujours temporaire depuis 71. Voilà. Énorme. Donc les caméras qu'on aura au JO, les gars, ça va pas être temporaire. Voilà. Non, mais il utilise le terme de temporary window, où il dit voilà, I'm closing the temporary window. Et donc il met fin à l'étalon or en disant que le dollar, les États-Unis ne rendront pas l'or qu'ils doivent, en fait, tout simplement, ce qui s'appelle faire faillite dans le vocabulaire normal. Mais par magie, comme il n'y avait pas d'alternative, eh bien, le dollar a perduré, alors qu'il n'est basé sur rien. Incroyable. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Richard Nixon. On vous donnera le nom des gagnants à la fin, en conclusion. En attendant, on peut passer à la deuxième partie. Du coup, l'avenir est-il dans le Bitcoin? Jingle, si vous.
Alors, j'avais envie de commencer par un truc un petit peu drôle, enfin que moi j'ai trouvé personnellement drôle. Oh, je vois de quoi on parle. Enfin non, je ne vois pas de quoi on parle. Justement, Du coup, tu vois pas de quoi on ouais. Alors, je suis tombée sur la fameuse Satoshi Island. Dites-moi dans le chat si vous en avez entendu parler. Parce qu'en vrai, j'ai pas écrit beaucoup plus d'infos, donc si vous voulez rajouter des trucs, en plus Alexandre n'est pas au courant, donc on pourra je ne sais pas tout. lui donner un peu d'infos. Donc en fait, c'est une île donc, qui est située dans le Pacifique et elle a pour vocation un peu, j'ai l'impression d'être un peu la capitale du Bitcoin. Oui, c'est totalement ça. Oui. Ouais, c'est ça. Et en fait, de ce que j'ai compris, tous les paiements se feront via le Bitcoin. Même les terrains qui sont là-bas, on va pouvoir les acheter en Bitcoin ou en NFT. Ouais, NFT. Oh, alors, et genre, ils veulent vraiment créer genre des événements Bitcoin avec une communauté Bitcoin, avoir que des gens, des habitants en fait qui croient en ça et qui se... Une secte de Bitcoin. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et donc il y a 50 000 personnes en liste d'attente. Ouais. Donc du coup, Alexandre, je voulais aussi te poser la question, mais je la pose que à Ryan du coup. T'en as entendu parler, info ou intox? Non, c'est vrai en plus, parce que j'ai vu un Australien partir là-bas. Récemment, il y a. Tu l'as vu revenir ou pas? Oui, il est revenu. D'accord, c'est juste pour savoir. Mais bon, il a pris le bateau, il a pris l'avion, il a tout pris. Et ça existe. Je crois qu'il y a des gens qui devaient commencer à habiter sur cette île cette année. Je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, il y a déjà des hôtels. Bon, c'est tout petit. Elle était à qui l'île avant? Mais en fait, ils l'ont acheté. Ouais, ils l'ont acheté. Il n'y avait rien. Mais ça appartenait bien à un pays, non? Je sais pas à qui ça appartenait. Très bonne question. Mais ils l'ont acheté et voilà, maintenant ils construisent des baraques. Pour le coup, pour la petite anecdote, ça n'a pas grand chose à voir à Bitcoin, mais il y a un endroit du monde qui n'est revendiqué par personne, qui se trouve sur le Danube, parce que en fait, les pays ne sont pas d'accord sur la frontière. Il y en a qui pensent que c'est avec la crue et d'autres sans la crue, avec un tracé d'il y a 2 siècles, etc. Et donc il y a un endroit au milieu que personne ne revendique, qui est devenu le Liberland. Parce que je suppose qu'il y a des gens qui le revendiquent, mais personne s'est mis d'accord. Il y a quelqu'un qui est arrivé qui a dit ok, c'est chez moi, c'est le Liberland, et vous venez, c'est super, c'est la liberté totale. Voilà. Liberland, ok, génial. Je garderai le Liberland pour ceux que ça intéresse. C'est entre la Serbie et la Croatie, je crois, de mémoire. Ok. Là, en tout cas, les vidéos que vous venez de voir des habitations, pour le coup, dans la vidéo, ça ressemble pas du tout à ça. Hein. Donc, Intox, dans la vraie vie. Intox peut-être. Dans la vidéo de les maisons l'Australien derrière, là, oui. Non, je crois que c'est les maisons qui apparaissent là, ça semble être une vidéo de promotion. Hein, oui, mais de base ça doit ressembler à ça, mais je sais que voilà, c'est toujours en cours de construction. Il y a des gens qui sont là pour déraciner, déforester formidable. La forêt, mais clairement le rêve de Satoshi Nakamoto. Il l'avait mis dans son white paper d'ailleurs, je pense. Faites une île à mon nom. Alors il y a 2 questions de la même personne. Comment récupérer ces bitcoins en euros, dollars? Je crois que ça a été répondu, mais... Ah ouais? Il faut les vendre contre des monnaies fiduciaires, sur des plateformes d'échange ou en peer-to-peer avec quelqu'un. Voilà. Et selon vous, c'est quoi l'inconvénient du Bitcoin? C'est très vaste comme... En plus, c'est une question qui pourrait être posée sur le futur, c'est-à-dire c'est quoi son inconvénient structurel ou c'est pourrait être une question circonstancielle, c'est quoi son inconvénient en ce moment? Par exemple, si on répond sur le circonstanciel, ça pourrait être pour moi qu'il est... un peu trop politisé, trop polarisé, on va dire qu'il crispe le débat public alors qu'il ne devrait pas. Ça peut être un inconvénient, il n'est pas très scalable en layer 1, enfin on pourrait prendre plein de problèmes comme ça, mais structurellement, je pense que si on répond à la question, on ne pourra plus rien dire dans l'émission en termes de temps. Donc, comme je vois Laure qui me fait des gros yeux, je pense que... Absolument pas. Voilà, on va malheureusement en rester à la réponse circonstancielle. Du coup, donc, commençons vraiment cette deuxième partie, qui va être très rapide. Mais je voudrais quand même voir certains sujets, notamment le fait que dans certains pays, le Bitcoin, c'est une monnaie officielle. Notamment au Salvador et en Centrafrique. Et j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour très vite fait, genre quels sont les faits, quel est le bilan qu'on peut en faire, parce que typiquement, côté Salvador, on entend un peu les discours, un peu tous les discours, pardon. J'ai lu quelques articles, il y en a, ça passe de fiasco de l'expérience Bitcoin à un autre article de Numérama, 800 millions de dollars remboursés grâce au Bitcoin. Donc genre là, je suis en mode, c'est pas vraiment un fiasco finalement. Donc du coup, finalement, c'est bien ou pas comme... C'est la question. Ah ouais, en fait, je crois que de base, ils pensaient qu'ils n'allaient pas réussir à rembourser leur dette, c'est ça, de 800 millions et qu'au final, ils ont réussi. Le Salvador. A priori, le Salvador, il a toujours pensé qu'il allait rembourser, mais après, est-ce que tu les crois ou pas, ça c'est une autre affaire.
Mais la presse économique américaine, effectivement, émettait moult doutes sur la capacité du Salvador. Alors j'ai trouvé ça très ironique, puisqu'au moment où ils émettaient des doutes, le débat aux États-Unis, c'était est-ce qu'ils allaient payer leurs dettes. Donc je trouvais ça très ironique. Non, en fait, la question, j'allais dire d'une certaine façon, c'est pas la bonne question. Je vais le dire autrement, c'est que le Salvador fait une expérience inédite, tout seul dans son coin, avec un objet qui lui-même est inédit. Et on ressent une forme d'injonction à se positionner sur est-ce que c'est un succès ou un échec au bout d'un an. Je tiens à rappeler, pour toute chose égale par ailleurs, que l'euro a été voté en 92 et que jusqu'en 2012, on pouvait changer ses euros contre des francs. Alors qu'on est dans une puissance du G5 avec l'arme nucléaire dans la plus grande zone économique du monde, soutenue par l'ensemble des pouvoirs publics. Et au bout de 20 ans, on peut toujours changer des trucs. Donc au bout d'un an, aller dire « Ok, c'est quoi le bilan ?» Je trouve que c'est un peu fort de café, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. C'est pas le succès planétaire, mais c'est pas non plus les articles dans tous les sens, où là là, c'est le fiasco, etc. Attendez, on va voir. Pour l'instant, il y a certains chiffres qui commencent à sortir. 2% des remittances. Alors, le chiffre que tout le monde dit, c'est 20% des Salvadoriens ont payé en Bitcoin une fois dans leur vie. Pour le coup, c'est un faux chiffre, puisque quand on va regarder l'étude directement, il se trouve que le chiffre, c'est 90%. Et non pas 20, c'est parce que le 20% qui a été retenu, c'est 20% sur l'année 2022. Mais 70% sur l'année 2021. Donc en tout, ça fait 90%. Donc oui, les Salvadoriens ont été curieux, majoritairement plutôt les citadins que les ruraux, alors qu'on pourrait se dire bah, c'est plutôt utile aux ruraux qu'aux citadins. Donc effectivement, c'est contre-intuitif. Certains endroits en ont tiré des conséquences, des conclusions sur l'éducation. Le gouvernement avait donné $30 gratuits à tous ceux qui téléchargeaient le wallet. Donc on peut aussi biaiser le résultat en se disant bah, qui l'a téléchargé pour avoir les $30 et qui l'a téléchargé pour s'en servir vraiment. Donc il y a encore beaucoup d'interrogations sur l'expérience salvadorienne. C'est très difficile d'en donner une conclusion aujourd'hui. Par contre, j'allais dire conclusion ou pas conclusion, ça reste quelque chose d'extrêmement intéressant à suivre. Le Salvador est un pays très particulier qui peut se permettre une telle expérimentation pour une raison assez simple, c'est que ça fait 20 ans qu'ils n'ont plus de monnaie nationale, que leur monnaie nationale c'était le colon, il a été abandonné en 2001 et il a été remplacé par le dollar américain. Donc en fait, ça leur permet d'avoir deux monnaies en parallèle. Donc ils ont le dollar américain, qui reste la monnaie évidemment le plus utilisée aujourd'hui puisqu'elle est stable, parce que, etc. Mais ils essayent à côté de leur dire bah attendez, avec du Bitcoin, vous avez des paiements beaucoup plus simples, vous n'avez pas besoin de compte bancaire, ça coûte moins cher, etc. Mais personne de sérieux ne s'attend à ce que du jour au lendemain, 100% des Salvadoriens se servent de Bitcoin comme monnaie du quotidien. Donc voilà, il faut être un peu plus mesuré. Et pourquoi je dis que le Salvador est tout à fait exceptionnel, c'est que on a parlé de la Centrafrique à l'instant. Alors la Centrafrique n'a pas adopté Bitcoin comme monnaie officielle. En fait, ils ont tenté de le faire. De manière nébuleuse, je passe les détails puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, mais en gros, la Centrafrique fait partie d'une union monétaire, qui est le franc CFA. Et donc au moment où ils ont dit on va en faire une monnaie, bah, l'union monétaire a dit bah, si vous faites ça, vous n'avez plus de franc CFA. Et donc ils ont fait ah, flûte, bah, du coup on va peut-être réfléchir. Et puis ils ont travaillé ensemble pour faire un communiqué qui permet à chacun de garder un petit peu de dignité. Et donc le communiqué c'était... c'est intéressant ce qu'a tenté la Centrafrique, la Banque centrale prend note, se pose la question de est-ce que ce serait pas intéressant de le faire à l'échelle régionale. On revient vers vous, voilà, bientôt. Merci, au revoir. Et donc ce n'est plus en tout cas une monnaie officielle en Centrafrique. Mais le Salvador n'avait pas ce problème-là puisqu'ils n'ont pas de... ils auraient pu avoir les États-Unis effectivement qui auraient pu dire bah non vous arrêtez, mais d'une certaine façon c'est pas une union monétaire dans laquelle ils font partie, c'est juste qu'ils ont décidé d'adopter la monnaie de quelqu'un d'autre pour le faire. Oui. Et du coup si ça marche côté Salvador, ça serait les... Si ça marche, c'est absolument exceptionnel. C'est vraiment, ils deviennent le Singapour de l'Amérique latine. Si ça marche pas, bah globalement il y aura des gens qui vont perdre de l'argent. Je me fais du souci pour la santé du président, je pense aussi. Puisqu'il sera tenu responsable de l'échec. Voilà, mais ça va pas. C'est pas non plus le cataclysme que tout le monde a. Attention, le Salvador va faire défaut à cause du Bitcoin. Je calme tout le monde. Aujourd'hui, ils sont sur une perte latente, donc parce qu'elle n'est pas réalisée, qui est de quelques millions ou dizaines de millions. Ça ne changera absolument rien au PIB du Salvador. En tout cas, sur les détentions de Bitcoin, je parle bien, parce que le gouvernement donc possède des Bitcoins. Et après, sur l'adoption de la population, on verra. Mais pour l'instant, le bilan est mitigé. Il n'est pas tout vert, il n'est pas tout rouge, mais c'est normal. On ne peut pas faire de bilan en un an, c'est impossible. Oui, carrément. Mais j'avais cru voir aussi que ça avait créé des tensions avec le FMI. Bah évidemment. Donc, du coup, nous permet de faire une transition vers le sujet du FMI de règle générale. Mais vas-y, pardon. Non, c'est juste que j'allais dire du coup, quand tu vois que ça crée des tensions,
peut-être les autres pays qui souhaitaient peut-être se lancer aussi, se dire que Bitcoin c'était devenu une monnaie officielle, en voyant ces tensions, ils push back et... Mais pourquoi ça a créé des tensions? Parce qu'ils avaient choisi comme monnaie légale le Bitcoin? Oui. Ouais. Le FMI, alors bon, il y a plein de sujets avec le FMI et la Banque mondiale, mais déjà il y a un sujet marrant que les gens ne savent pas avec le FMI. Alors il faudrait que je revérifie très précisément les faits parce que, bref, il faudrait retourner dans les statuts du FMI, etc. Mais de mémoire, le FMI est censé garder en réserve un petit peu de la monnaie nationale de tous les pays membres. Donc théoriquement, le FMI est censé avoir du Bitcoin. Ok. Voilà, juste pour la petite anecdote, mais il ne le fait pas, évidemment. Le FMI, effectivement, notamment dans tous ces programmes d'ajustement structurel où il va voir des pays pour leur dire « vous gérez n'importe comment, donc passez-moi les commandes, on va faire de l'austérité et ça va bien se passer ». En règle générale, il aime bien que, justement, le dirigisme politique, donc de dire le gouvernement, en fait, on ne paye plus les retraites, on ne paye plus les trucs, on fait de l'austérité. En fait, il a besoin que ça se transmette à la population. Donc ça marche beaucoup mieux avec un système bancaire fermé dont personne, entre guillemets, peut s'échapper. On me pardonnera mes raccourcis, mais globalement, quand on est tous avec un compte bancaire qui représente 100% de notre vie, c'est beaucoup plus facile de viser, de cibler des politiques monétaires, de cibler des politiques économiques, etc. Donc il y a deux sujets là. Il y a le premier sujet où le FMI a essayé de faire la leçon au Salvador en disant c'est pas sérieux, vraiment, arrêtez vos conneries, vous n'allez pas pouvoir payer votre dette. Franchement, ça ne nous incite pas à vous aider, quoi. Et une forme de chantage émotionnel d'une organisation internationale qui a essayé de dire à un pays souverain quoi faire, quoi, d'une certaine façon. Mais là où c'est plus insidieux, c'est là on sort du Salvador, on va faire un petit voyage en Argentine. L'Argentine, comme chacun le sait, en gros, si je caricature un peu, ils font faillite tous les 10 ans. Et le FMI repasse tous les 10 ans leur dire maintenant vous allez couper encore plus dans le gras. Récemment, le dernier deal entre le FMI et l'Argentine, le FMI a demandé à l'Argentine d'empêcher l'usage des cryptos. Parce que précisément, les cryptos étant la résilience de la part des individus, donc la sortie du système bancaire, ça les inquiète de se dire que potentiellement leur politique d'austérité ou leur politique d'ajustement structurel, pour reprendre leur terme, auront moins d'effet sur une population qui s'en va en fait. Si tout le monde s'échappe du pesos argentin, une politique monétaire sur le pesos argentin n'a plus aucun sens. Bien sûr. Donc ils doivent garder les gens dans ce système-là. Alors en règle générale, c'est pas très joli les politiques structurelles du FMI, mais en gros les appauvrir via l'inflation notamment. Comme ça, on reset et ça permet notamment au pays de devenir hyper compétitif à l'export. Donc les gens réinvestissent, en tout cas en théorie, c'est ça qui doit se passer, et donc le pays redémarre. La critique que fait Gladstein, qui est le directeur de la stratégie de la fameuse Human Rights Foundation, c'est qu'il dit que tous ces ajustements structurels du FMI ont plusieurs problèmes. Le premier, c'est que souvent, c'est fait dans des pays avec des gouvernements qui ne sont pas légitimes, et donc en fait, qui vont détourner une partie des fonds octroyés au pays pour se faire une villa, je sais pas où, pour être corrompus. Et l'autre problème, c'est que ces prêts ils sont contractés en dollars. Et donc le pays doit générer du dollar d'une façon ou d'une autre pour pouvoir rembourser son prêt au FMI. Générer du dollar, ça ne s'invente pas. Il n'y a que les États-Unis qui ont ce privilège-là de créer de l'argent quand ils doivent le rembourser. Et donc quand on est un pays autre que les États-Unis, il faut exporter aux États-Unis pour gagner du dollar. Et donc ce que dénonce Alex Gladstein, après chacun est libre d'adhérer ou pas à la thèse, mais ce qui dit que les politiques d'ajustement structurel du FMI qui sont présentées comme on aide les pays pauvres, en réalité sont des politiques qui visent à tourner les économies des pays du Sud vers l'exportation pour que les pays occidentaux puissent en profiter via des matières premières basses, à coût faible, etc. Et qu'en fait, on puisse continuer une forme d'exploitation via la dette. Et donc lui, il note notamment que depuis les années 80, tiens, c'est bizarre, juste après la fin de l'État noir, justement, les flux, quand on prend le niveau macro, en réalité, maintenant, la balance des paiements, je fais rapide parce que ce n'est pas des exportations, mais la balance des flux du sud vers le nord versus le nord vers le sud est maintenant en faveur du nord. C'est-à-dire que le sud envoie plus d'argent vers le nord que vers le sud, à cause des remboursements des intérêts de la dette, etc. etc. Donc voilà, c'est pour ça que je dis sur le FMI, il y a moult choses à dire. Et le Bitcoin est une forme de porte de sortie de ce système. Je conclurai par ça, c'est que le Salvador a promis de faire des obligations, une levée de fonds, entre guillemets, étatique, sur base de Bitcoin, donc une forme de levée de fonds en Bitcoin. Alors elle est repoussée, donc je prends beaucoup de pincettes parce que voilà, faut pas non plus croire forcément tout ce qui est annoncé. Mais supposons que cela ait lieu et que ce soit réussi, on aurait un moyen pour les États de lever de la dette en dehors des marchés financiers traditionnels. Carrément. Et donc ça, effectivement, d'un point de vue géopolitique, c'est assez majeur. Oui.
Bon, j'aimerais rebondir, mais il faut qu'on finisse. Je vois qu'il y a à peu près 18 questions qu'on pourra évidemment traiter. On aura le temps. Non, en vrai, non, parce que c'est important de répondre aux questions et j'aimerais bien qu'on réponde aux questions. Donc, du coup, je vais te challenger, Alexandre. T'es prêt à être challengé ou pas? Je ne fais que rapporter des thèses d'autrui. Du coup, mon challenge est le suivant. T'as lu l'article Non, je t'ai pas envoyé le lien de Medium de Alexandre. Un article. Lequel? Tu lis pas mes articles? Si. Une solution contre-intuitive. Waouh. J'ai lu, mais Je suis hyper déçu là. Une solution contre-intuitive au changement climatique. Alors, l'article est hyper intéressant. Hyper long aussi. Hyper long, ouais. Quand on s'y connaît pas, t'as mis 45 minutes. Moi, je pense que j'ai mis 45 minutes juste pour la première partie. Non, il y a écrit, c'est parce que Medium écrit en haut 55 minutes read. Donc la couleur est annoncée normalement. Quand tu ouvres l'article, ça te dit Michel, tu vas y passer 1 heure. Oui, ce que je dis, ouais, j'ai passé 1 heure sur la première partie parce que moi je m'y connais pas du tout. Du coup, quand je lisais des trucs, j'étais en mode ok, des fois je cherchais ce que ça voulait dire. Bon, bref, on n'a plus le temps. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Donc, oui, donc cet article par rapport à ça, je trouvais intéressant. Bon, on en a un petit peu parlé depuis tout à l'heure, quand même. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que tu mets j'ai mis l'accord parfait, mais ce serait plus... Je vais rougir. Non, mais tu dis qu'il y a vraiment un lien très intéressant entre la flexibilité du minage et l'intermittence des énergies renouvelables dont on a parlé tout à l'heure. Du coup, est-ce que tu peux expliquer en quoi, et donc je reprends là une citation que tu as mis de Brad Jones, qui est le gestionnaire de réseau du Texas. C'est ça. Inquiété. Et qui dit: le minage du Bitcoin aide les nouvelles énergies renouvelables à trouver une maison sur le réseau, puis équilibre les intermittences. Oui. Mon challenge est donc le suivant, Alexandre. Je te demande 5 minutes, pas plus, pour expliquer. Je peux même faire moins, si je suis très concis. La partie intermittence, on l'a déjà expliqué, c'est-à-dire que sur le modèle économique, ça va, si je mets je le fais en version simple, si je mets un mineur de Bitcoin en bas d'un panneau solaire, ça permet au panneau solaire de vendre son énergie au réseau quand elle est rentable, et quand elle n'est pas rentable, de le vendre au mineur. Donc en fait, il n'a jamais de prix négatif. Il passe à des prix où certes, ça va être 3, 4, 5 centimes du kilowattheure au lieu de 10, 15, mais c'est mieux 3, 4, 5 que 0 ou moins 10 ou moins 15. Voire de débrancher. Les gens ne le savent peut-être pas, mais j'en parle dans mon article. Rien que la semaine de Pâques, on a débranché une centrale solaire en République tchèque, en Espagne, parce qu'il y avait trop, en fait, il y avait trop d'énergie sur le réseau. Donc on débranche des centrales, ce qui évidemment n'est pas top pour le déploiement des futures centrales, puisqu'on se dit merde, c'est pas rentable. Et l'autre sujet intéressant, c'est la gestion des pics. C'est-à-dire que, notamment le Texas, c'est un cas d'usage très intéressant, parce qu'ils ont eu, à l'hiver dernier, une tempête de blizzard hyper forte, qu'ils n'avaient pas vue depuis des dizaines d'années. Et ils se sont servis du minage pour répondre à cette tempête. Alors là, les gens se disent... de quoi on parle, comment on peut faire ça? C'est assez simple, c'est que en fait, pour pouvoir pallier l'intermittence des énergies renouvelables, on peut utiliser, en fait, on peut pallier le manque de flexibilité dans l'offre d'énergie, donc elle n'est pas flexible, elle est intermittente, on ne fait pas ce qu'on veut. Pour le pallier, on peut décider de rajouter de la flexibilité du côté de la demande, donc des consommateurs. Et donc ça existe déjà, ça s'appelle des programmes de demand response, donc répondre à la demande. Et donc en gros, c'est l'opérateur de réseau qui va prendre des industriels ou des particuliers et leur dire: est-ce que vous pouvez ajuster votre consommation pour pas qu'on ait un pic énorme et que voilà, on puisse lisser la courbe de charge. Sauf que pour les particuliers, on peut le faire, mais on peut le faire, ça existe, hein, c'est les heures creuses. C'est ça, on paye moins cher en heures creuses, donc on est incité à servir des trucs électro-intensifs en heures creuses. Pour les industriels, ils ont parfois des programmes spécifiques. On va leur dire: il faut que vous soyez prêt à tout moment, on vous appelle et vous arrêtez votre centrale, ou vous arrêtez votre usine, et vous arrêtez, parce que le réseau n'est pas capable, donc vous avez besoin de vous arrêter. Sauf que ça, c'est pas parfait, parce que les plus gros clients de ces trucs-là, on va dire, c'est les usines les plus électro-intensives, donc ça va être le ciment, l'acier, les trucs comme ça. Mais le problème, l'aluminium, en France, j'en parle dans l'article, l'aluminium, c'est un truc, si on arrête l'usine plus de quelques heures, terminé, il faut raser l'usine. Parce que l'appareil productif n'est pas capable de gérer ça. Donc en fait, là, aujourd'hui, les programmes de demand response en France sur les usines d'aluminium, elles opèrent une forme de saut de mouton. C'est-à-dire qu'on espère qu'on puisse fermer une usine d'aluminium 1 heure, la rallumer, en éteindre une autre, puis la rallumer, en éteindre une autre, puis on fait du jonglage pour éviter d'avoir à raser des sites industriels. L'avantage du Bitcoin mining, c'est que dès qu'on me demande, si l'opérateur de réseau m'appelle, je peux couper l'intégralité de mes machines tout de suite,
Donc j'ai pas à attendre 1 heure que l'aluminium ralentisse ou je ne sais quoi. Et j'ai pas de contraintes. Si ça doit durer 3 jours parce que c'est un blizzard énorme, ça durera 3 jours, c'est pas grave. Et donc on n'a pas de contraintes logistiques liées au minage. Le fait qu'un mineur s'arrête ne va pas arrêter le réseau Bitcoin. C'est ça qui est formidable, c'est parce qu'à d'autres endroits du monde, d'autres gens continuent de miner. Donc ça, en termes de batterie économique pour la gestion des réseaux énergétiques, c'est ce que dit Brad Jones, qui était donc l'ancien président du réseau d'énergie du Texas, c'est qu'il dit c'est formidable. En fait, on avait besoin de ça. On avait plein de NR qui produisent quand on n'en veut pas et qui nous forcent à mettre quand même des centrales pilotables parce qu'en cas de pic, il faut bien qu'on crée l'énergie qu'il faut pour répondre à un blizzard ou une chaleur extrême. Et donc là, il disait c'est parfait parce que ça s'imbrique parfaitement dans le système économique pour déployer les ENR. Exactement. Okay. Très bien. Passons aux questions avant de conclure. Et on n'a même pas parlé des torchères. Qui est exceptionnel, les torchères. Des quoi ? Les torchères, le méthane. Le méthane. Quand tu extrais du pétrole, tu libères du méthane et tu utilises des torchères pour brûler ce méthane. Parce que si tu le libères, c'est plus catastrophique. Donc les industriels le brûlent. Mais aujourd'hui, tu peux utiliser cette énergie pour alimenter des fermes de minage. D'accord, ok. Sachant que je rajoute un truc qui n'était pas dans mon article, parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas encore su. En règle générale, donc ces endroits où du méthane sort, en gros, la réglementation maintenant demande aux pétroliers notamment, mais ça peut être aux décharges ou aux agriculteurs, de brûler ce méthane, de le torcher, donc de sortir, puis on le crame, et puis c'est toujours mieux d'avoir du CO2 que d'avoir du méthane. Ce torchage, il n'est pas efficace à 100%, c'est pour ça d'ailleurs que le minage est intéressant, c'est que comme il est en haut d'une cheminée, avec le vent, en fait, il y a 10% qui se barrent et qui restent en méthane. Ce que j'ai découvert de manière assez intéressante, et c'est parce que un des arguments que je fais dans mon papier, c'est de dire, ok, au-delà des aspects opérationnels, ça équilibre le réseau, ça enlève le métal, etc. Ce qui est très intéressant avec la solution Bitcoin comme solution au changement climatique, c'est que c'est une solution économique. C'est-à-dire que personne n'a besoin de me mettre un flingue sur la tempe. C'est rentable d'être écolo. C'est-à-dire vraiment, je gagne de l'argent en faisant des choses qui sont bonnes pour le climat. Donc ça, c'est exceptionnel parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a plus besoin de passer 20 ans à se mettre autour d'une table pour discuter de nos régulations, décider qui va aller vérifier que je sais pas quoi, et puis il faut autoriser la personne à venir voir sur site s'il y a bien la réglementation qui est appliquée. Et c'est ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, ça bouge pas en fait. Ça fait 10 ans qu'on n'a aucun effort qui est fait. Donc ce qui est exceptionnel avec le Bitcoin, c'est que vous êtes pétrolier. Si vous le faites pas, le minage de Bitcoin, vous êtes moins rentable que vos concurrents. Faites ce que vous voulez, mais vous serez moins rentable si vous n'êtes pas écolo. Donc ça, c'est un message qui est hyper important. Ça aligne les intérêts. Et pourquoi je dis ça ? Parce que là où c'est encore plus sournois, entre guillemets, c'est que j'ai découvert ça, c'est que au moment où la réglementation s'est appliquée sur le torchage notamment, donc les pétroliers se sont mis à torcher du gaz plutôt que de le lâcher, en fait, le torchage est très visible par satellite. Et donc, il a commencé à avoir plein de cartes satellites pour dire « name and shame », voilà les endroits qui font du torchage. Regardez, il y en a plein en Sibérie, en Irak, en Libye, etc., etc. Et en Turkménistan. Donc le Turkménistan est un pays aussi à plein de pétrole. Qu'est-ce qu'ils ont fait du coup ? Ils en avaient marre d'être name and shame et ils ont éteint les torchères et sont repartis au méthane. Donc c'est là qu'on voit la structure des incentives est hyper importante. C'est-à-dire que comme la réglementation leur disait si vous le faites pas, vous polluez trop, ils ont fait ok, on va le faire, ça nous saoule, ça nous coûte de l'argent, mais on va le faire. Le fait de le faire les a plus exposés à la critique parce que d'un seul coup, ils devenaient visibles sur les cartes satellites. Et du coup, ils ont fait fuck it, on arrête. Et ils sont revenus à la version hyper polluante. Alors que là, tu leur dis non, mais là, c'est pas du name and shame. Si vous le faites, vous gagnez de l'argent. Mais juste, c'est hyper puissant comme assertion. C'est-à-dire que être écolo devient rentable. Alors que c'est perçu de manière générale dans le débat public comme quelque chose de chiant. C'est une contrainte. Ça coûte de l'argent. Ça me prend du temps. C'est un énorme RSE et c'est je ne sais quoi. Là, juste tu gagnes de l'argent. Donc pourquoi pas le faire en fait. Et donc le dernier frein, c'est ce que je conclus mon article par là, c'est l'image. Et ça se voit hyper bien dans la façon dont le World Economic Forum a traité la boîte Crusoe Energy, puisque c'est une boîte qui fait du minage pour torcher du méthane, etc. Donc le minage qui, selon le World Economic Forum, c'est cataclysme, le minage ça détruit la planète 8 fois par jour, etc. L'article fameux en 2017 qui nous disait qu'en 2020, Bitcoin consommerait plus que la planète. Voilà, bon. Crusoe a changé. Ils ont dit maintenant on fait des centres de données mobiles et flexibles. Un mois après, le World Economic Forum fait une vidéo sur Crusoe Energy pour dire c'est formidable. Donc en fait, c'est juste un problème d'image. C'est que Bitcoin, l'objet politique et économique, ne passe pas. Il ne veut pas être accepté. Du coup, s'ils veulent avoir une bonne image, exactement. Donc c'est hyper dommage. C'est hyper dommage de se dire que tu as une solution au changement climatique qui certes est contre-intuitive, mais c'est une vraie solution actionnable maintenant, rentable pour les parties prenantes,
partout dans le monde, sans contrainte économique, batterie pour les ENR, etc. La seule raison pour laquelle elle n'est pas appliquée, c'est qu'il y a des gens qui pensent que Bitcoin n'est pas une monnaie. Bien sûr. Mais on s'en fout, bordel. Enfin, tu vois, c'est ce que. Donc, je concluais l'article en disant tout ça, vous pouvez penser que Bitcoin c'est nul, ça n'enlève pas tout ce que je viens de dire, en fait. Donc, effectivement, c'est pour ça que je pense que c'est un énorme sujet, la monnaie, de manière générale, sur le sujet écologique. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus là-dessus, du coup, je pense qu'on vous a mis le lien de ton article en chat et vous pouvez aller le lire. Et pour ceux que ça intéresse, du coup, tribune publiée dans Le Monde à l'instant, qui s'appelle « Notre monnaie brûle et nous regardons ailleurs ». Phrase qu'on connaît bien, enfin presque cette phrase. Du coup, donc juste répondre à une question, après on annonce les gagnants et on conclut. La question c'était avec laquelle je voulais répondre. Est-ce que à terme vous voyez les cryptos comme un remplacement du système traditionnel ou alors une alternative? Ryan, donc là on a 30 secondes pour répondre. Tu veux t'essayer, Ryan, à répondre à cette question? Pour moi, non. C'est très compliqué. Déjà parce que Bitcoin, tu peux en miner que 21 millions. Et je pense que on est dans une société de croissance. Et se limiter à 21 millions, je pense que c'est pas possible. Donc pour moi, non. Toi, tu vas devoir lire ma tribune qui vient de sortir. Parce que c'est précisément l'argument que je fais. Mais ok. Du coup, pour moi, c'est plus une monnaie de décroissance. Oui. Parce que ça va forcer les gens à moins consommer. Oui, étant donné que, ce qui est pas plus mal dans le contexte écologique d'ailleurs. Mais bon. Voilà. Mais pour moi, non, ça pourra jamais remplacer. Peut-être pour des échanges commerciaux, mais comment avoir la même utilisation qu'on a aujourd'hui du dollar ou de l'euro, pour moi, je te vois pas. Non. En fait, là où c'est difficile, c'est que la réponse dépend de facteurs exogènes. Donc, si on veut faire une réponse exhaustive, il faut faire une réponse par scénario. Donc, on va pas le faire. Alors, on pourra faire un autre épisode. Si les États-Unis s'effondrent, si l'euro, voilà. Par contre, là où ça peut déjà être utilisé, et je pense que la première utilisation, toute chose égale par ailleurs, où ça va marcher, c'est le commerce international, clairement. Parce que Bitcoin est très pratique pour les grosses transactions, donc gros montants, internationales, quand on veut, et ça n'applique pas le droit américain, qui est vraiment le truc qui casse les pieds, pour pas dire autre chose, à tout le monde. C'est que si je paye en dollars, boum, j'ai le Department of Justice qui vient à ma porte pour dire tiens, t'as fait de la corruption, vends-moi ta boîte. En gros, en très rapide, hein, mais globalement c'est ça. Donc le premier use case à l'international, je pense que ça va être celui-là. Ok. Eh ben très bien, merci beaucoup. De rien, merci pour l'invitation, merci à toutes et tous dans le chat. Toute l'équipe à la régie. Attendez, on n'est pas passé au remerciement encore, il y a d'abord l'annonce des gagnants. Michel à la régie, Chloé à la guitare. On a le max d'unités de Bitcoin. J'avais dit que c'était quoi? Le premier truc, c'était de l'AirTag, je crois. Oui. Du coup, je rapproche mon PC parce que c'est écrit en noir, je vois pas. C'est Michel Gazelle. Bien joué, Michel. Bien joué, Michel. Ensuite, unité au million près. Ça, on avait dit que c'était un livre de mémoire, parce que c'était livre et clé Ledger. Donc c'est ça. Du coup, c'est Triscoin. Plus petite unité de mesure. Alors, VX WED, je sais pas comment on dit, bref. Et donc ça, c'était ta question à toi, le Satoshi. Donc c'était les clés Ledger. Et comment s'appelle le président américain? Du coup, ton livre, Alexandre, c'est Dev CRL. Voilà. Bravo, bien joué à tout le monde. On vous contactera incessamment sous peu. Merci. Merci à vous deux. Merci Ryan, merci Alexandre. Merci, c'est un plaisir. Maintenant, on peut remercier la régie. Bon, merci tout le monde derrière. Donc, merci Bart au clavier. Ils nous font Michel ça au violon. Merci beaucoup à l'équipe Effray, merci à Toudoum. Comme d'habitude, il y a toujours une grosse équipe derrière, on s'en rend pas compte. C'est top. Faudrait qu'on fasse un jour des... Comment on a appelé quand on a fait le jeu des M&M's là, et qu'on a dit... Un icebreaker. Oui, un icebreaker, mais tu sais... le fait de faire des vidéos, t'as la vidéo officielle. Best-of. Voilà, un best-of. Faudrait qu'on fasse un best-of un jour, ça serait pas mal. On a bien rigolé avant. C'est clair. Du coup, moi, je vous dis à la rentrée prochaine. Il n'y a pas encore de date. Mais voilà, on se revoit pas l'année prochaine, du coup, à la rentrée prochaine. C'était très bien ce que j'ai dit, donc je m'arrête là. Merci de nous avoir regardés. Merci pour votre participation. Merci pour vos questions. Et je vous dis à très vite et je vous souhaite de très bonnes vacances. Salut. À plus tout le monde.